Vous est-il déjà arrivé de rencontrer quelqu'un dont la simple présence vous mettait mal à l'aise? Pourtant, cette personne disait tout ce qu'il fallait, souriait au bon moment et ne haussait jamais le ton. Vous ne pouviez pas l'expliquer. Il n'y avait aucune faute apparente, aucune raison visible de ne pas lui faire confiance, et pourtant, quelque chose dans votre corps se contractait. Vos instincts murmuraient ce que votre esprit n'arrivait pas encore à saisir. Quelque chose cloche. Carl Jung disait que ce que nous refusons d'affronter en nous-mêmes, nous le rencontrerons à l'extérieur sous forme de destin. Et plus souvent qu'on ne le croit, les personnes qui nous troublent le plus ne sont pas celles qui se comportent mal. Ce sont celles qui semblent irréprochables, polies, sûres d'elles et de leurs vertus. Mais sous cette gentillesse, il peut y avoir un vide. Derrière le charme, un déni. Et derrière le sourire, parfois une ombre. Cette vidéo ne parle pas du mal tel qu'on nous l'a enseigné. Elle explore les forces cachées dans la psyché humaine qui rendent certaines personnes dangereuses non pas par leurs actes, mais par leur refus de se confronter à leur monde intérieur. Projection, persona, inflation, possession, répétition. Ce ne sont pas des notions abstraites. Ce sont des réalités vécues, qui se manifestent dans ces conversations où quelque chose sonne faux, dans ces relations qui vous épuisent, dans ces personnes qui projettent sur vous tout ce qu'elles ne supportent pas en elles-mêmes. Mais surtout, cela ne concerne pas que les autres. Cela nous concerne tous, car chacun de nous porte une ombre. Et la frontière entre sécurité et menace, entre complétude et destruction, ne passe pas entre les gens, elle traverse chacun de nous. Restez donc avec cette idée, non seulement pour vous protéger des autres, mais aussi pour découvrir ce qui peut se cacher dans votre propre reflet. Si une part de vous se reconnaît déjà dans ces mots, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous pour d'autres réflexions jungiennes. Et maintenant, commençons. Vous est-il déjà arrivé de faire face à quelqu'un et de ressentir un malaise immédiat, sans savoir pourquoi? Il ou elle souriait. Ses paroles semblaient aimables, voire généreuses. Et pourtant, une partie de vous se refermait. Un frisson vous parcourait, votre corps se tendait, et une petite voix intérieure murmurait « Quelque chose ne va pas ici ». Carl Jung portait une grande attention à ces moments. À travers des décennies de pratique, il a compris que ce qui nous dérange le plus n'est pas ce que les gens disent ou font ouvertement, mais ce qui est dissimulé en dessous. Selon Jung, les plus grands dangers relationnels ne proviennent pas de la haine manifeste, mais de signaux psychologiques subtils qui contournent la pensée consciente et touchent directement notre système nerveux. Contrairement à l'agression visible ou à la manipulation évidente, ce danger échappe à notre logique. Il est dissimulé sous des apparences agréables. Il peut même se présenter sous les traits de la vertu. Pourtant, notre inconscient sait par plus ancienne et plus profonde de notre être-zen quand quelque chose cloche. Il n'a pas besoin de preuves, ni d'explications. Il sait. Jung appelait ce phénomène une rupture de congruence psychique. Vous percevez un décalage entre ce qu'une personne semble être et ce qu'elle est réellement. Et même si l'esprit conscient ne le détecte pas immédiatement, le corps, lui, le sent toujours. Cette dissonance indique un danger non pas parce que la personne est foncièrement mauvaise, mais parce qu'elle est profondément déconnectée de son monde intérieur. Et cette déconnexion, lorsqu'elle est dissimulée, peut être bien plus destructrice qu'une malveillance consciente. Les traditions anciennes avaient déjà mis en garde contre ce danger. Elles parlaient de ceux qui maîtrisent parfaitement leur apparence extérieure, mais ont perdu le lien avec leur essence. Dans le bouddhisme, on évoque le miroir poli qui ne reflète que l'illusion. Dans le christianisme, ce sont les tombeaux blanchis, magnifiques à l'extérieur mais vides à l'intérieur. Ces images renvoient au même constat que Jung a formulé en psychologie moderne. Le risque que représente une personne qui a enfoui sa vérité si profondément qu'elle ne peut même plus y accéder elle-même. Ce qui rend ce phénomène encore plus menaçant, c'est notre tendance biologique à faire confiance aux apparences. Nous analysons les visages, interprétons les gestes, nous fions à des indices superficiels pour jauger la sécurité. Mais lorsque l'image extérieure devient un masque si bien construit qu'il trompe même celui qui le porte, cette personne peut manipuler non par volonté, mais par simple présence. Elle devient une contradiction vivante. Une présence rassurante en surface, mais qui éveille l'instinct de fuite au plus profond de nous. Jung pensait que ces signaux subtils étaient essentiels. Lorsque votre âme perçoit une fissure derrière un sourire, un vide derrière des mots, ou une bienveillance trop calculée, soyez attentif. Les personnes les plus dangereuses, disait-il, ne sont pas celles qui dévoilent leurs failles au grand jour, mais celles qui les ont si bien enterrées qu'elles disparaissent derrière leur propre façade. Pas par malveillance, mais parce qu'elles sont devenues étrangères à elles-mêmes, c'est donc inaccessible pour vous. Imaginez une conversation avec quelqu'un qui, au départ, semble tout à fait normal, voire chaleureux. Mais peu à peu, vous remarquez quelque chose d'étrange. Cette personne commence à vous prêter des pensées que vous n'avez jamais eues.
Elle remet en question vos intentions de manière déconcertante. Elle vous accuse de choses qui ne vous ressemblent pas. C'est comme si elle ne vous parlait pas vraiment, mais s'adressait à une version imaginaire de vous. Jung a analysé en profondeur cette dynamique troublante et lui a donné un nom devenu central dans la psychologie moderne, la projection de l'ombre. L'ombre, selon lui, regroupe tous les aspects de nous-mêmes que nous jugeons inacceptables, honteux ou menaçants. Ces traits comme la colère, l'envie, l'égoïsme, la cruauté, ou même une créativité refoulée sont relégués dans l'inconscient car ils ne correspondent pas à l'image que nous voulons renvoyer au monde. Mais ce qui est rejeté ne disparaît pas. Cela s'accumule, gagne en intensité dans l'obscurité de la psyché. Et quand cela devient trop insupportable à contenir, cela cherche une issue étant projetée sur autrui. La personne qui vous accuse injustement ne ment pas nécessairement. Elle n'invente pas la malveillance. Elle vous perçoit réellement comme porteur d'un élément négatif parce qu'au fond, elle ne peut tolérer l'idée que cela existe en elle-même. Vous êtes devenu, sans le vouloir, l'écran sur lequel elle projette les parties d'elle-même qu'elle refuse. Vous n'êtes plus perçu tel que vous êtes, mais comme le reflet d'une version d'elle-même qu'elle redoute. Ce phénomène dépasse la sphère individuelle. La projection de l'ombre a influencé des sociétés entières, déclenché des conflits, détruit des liens. C'est ce qui alimente les paniques morales, les préjugés, les boucs émissaires. C'est ainsi que des communautés entières ont été diabolisées à travers l'histoire car une société, comme un individu, peut rejeter sa noirceur et chercher à la placer sur autrui. Jung mettait en garde, le danger de la projection ne réside pas seulement dans l'illusion. Il réside dans la conviction. Celui qui projette est convaincu d'avoir raison. Il ne remet pas en question sa perception, car elle lui semble totalement vraie. Pire encore, il trouve souvent du soutien parmi d'autres qui sont happés par son récit de sang, savoir qu'il regarde à travers un miroir déformant. Les découvertes en neurosciences appuient cette intuition de Jung. Notre cerveau est programmé pour rechercher la confirmation de ce que nous croyons déjà. Dans le contexte de la projection de l'ombre, cette tendance devient destructrice. La personne bâtit un récit, filtre toutes les preuves à travers ce prisme et se persuade de plus en plus que son histoire est réelle. Elle ne répond plus à vous, mais à une image intérieure construite de vous. Cela peut être extrêmement destructeur, surtout dans les relations intimes. Lorsque vous êtes la cible d'une projection, vous commencez à douter de vous-même. Vous vous sentez confus, sur la défensive, voire coupable pour quelque chose qui ne vous appartient pas. Et si la personne en face détient un pouvoir émotionnel, social ou professionnel, devient encore plus difficile de distinguer votre vérité de son illusion. Comment reconnaître que cela vous arrive? Cela commence souvent par un sentiment diffus de décalage. Vous vous sentez incompris, comme si vos intentions étaient constamment mal interprétées. On vous reproche des choses qui ne vous ressemblent pas. Et peu importe combien vous vous exprimez avec clarté, vos paroles semblent rebondir sur un mur. La personne ne vous écoute pas pour comprendre. Elle cherche à valider son propre scénario intérieur. Et voici le danger le plus profond. Ceux qui projettent leur ombre ne se contentent pas de mal juger les autres. Ils altèrent leur perception du réel pour protéger leur identité. Ils ne voient pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'il doit être pour préserver leur image d'eux-mêmes. Et toute personne qui menace cette illusion même inconsciemment devient une cible. Jung ne considérait pas cela comme un échec moral, mais comme une forme d'aveuglement psychique. Une personne incapable d'affronter sa propre obscurité finira inévitablement par la chercher à l'extérieur. Et parce que la projection procure un soulagement temporaire, elle devient une habitude qui détruit non seulement les relations, mais aussi la capacité même de la personne à évoluer. Tant qu'elle pense que le problème vient des autres, elle ne regardera jamais en elle-même pour entreprendre le travail de guérison essentiel. Reconnaître la projection de l'ombre n'est pas seulement une manière de se protéger des autres. C'est aussi une invitation à nous interroger nous-mêmes. Car nous aussi, nous sommes capables de projeter. Nous aussi, nous rejetons en silence des parties de nous que nous jugeons inacceptables. Et nous aussi, il nous arrive de percevoir chez autrui ce que nous redoutons ou méprisons en nous. Le travail commence avec la conscience. Lorsque vous ressentez l'envie de juger quelqu'un, demandez-vous, est-ce vraiment à propos d'eux, ou est-ce que cela révèle quelque chose que je refuse de voir en moi? Plus nous sommes honnêtes avec nos ombres, moins elles ont de pouvoir sur nos vies. Il existe un type de personne qui dégage une certitude inébranlable. Elle parle de vérité avec assurance, de morale sans nuance, et du bien comme d'un attribut qu'elle détient contrairement aux autres. À première vue, ce genre de personne peut sembler inspirant, presque spirituellement accompli. Mais Carl Jung nous met sérieusement en garde. Derrière ce masque de clarté morale peut se cacher l'un des mécanismes psychologiques les plus périlleux, l'inflation de l'ego. Contrairement à l'arrogance ordinaire, facilement identifiable,
l'inflation de l'ego est beaucoup plus difficile à déceler car elle se dissimule sous les habits de la vertu. Jung parlait ici d'inflation psychique, lorsque l'ego se confond avec un archétype tel que le sauveur, le prophète, le juge, ou le détenteur de la vérité absolue et la personne ne se perçoit plus comme un simple être humain, mais comme un canal d'une force supérieure, divine ou infaillible. Cela peut sembler noble au premier abord, mais c'est là que réside le danger. Dès qu'une personne croit parler non pas en son nom propre, mais au nom d'une autorité cosmique, elle perd la capacité de se remettre en question. Elle n'envisage plus la possibilité d'avoir tort. Toute critique devient une attaque non contre elle, mais contre la vérité elle-même. Et ceux qui s'opposent à elle ne sont pas simplement en désaccord. Ils sont perçus comme dangereux, ignorants, voire maléfiques. Ce genre de possession psychique mène à un absolutisme moral. L'ego enflé ne tolère ni contradiction ni subtilité. Il pense en termes de dualité, lumière contre obscurité, bien contre mal, éveillé contre endormi. Cette vision binaire du monde crée de la division et nourrit une forme de violence douce non pas physique, mais idéologique. Elle nie l'humanité de l'autre, tout en se réclamant de la justice. Jung remarquait que ces individus accédaient souvent à une influence considérable. Leur certitude attire ceux qui cherchent des réponses dans un monde chaotique. Ils offrent de la clarté là où règne la confusion, une direction là où règne l'incertitude. Mais cette clarté est trompeuse. C'est un mirage qui masque une profonde séparation d'avec leur propre ombre. À travers l'histoire, les égos enflés ont conduit des révolutions, fondé des cultes et bâti des idéologies promettant le salut mais engendrant la souffrance. Leur force réside dans une foi inébranlable en eux-mêmes. Et bien que cette conviction puisse sembler noble, elle est souvent enracinée dans la peur. Peur de l'incertitude, de la faiblesse, de l'ordinaire. L'ego ne supporte pas ses limites alors, il se réfugie dans la grandeur. Les traditions spirituelles à travers les cultures ont toutes mis en garde contre ce piège subtil. Dans le zen, on parle de la maladie du zen, l'illusion d'être éveillé alors que l'ego n'a jamais été confronté. Les mystiques soufis parlent du voile de lumière, plus dangereux que le voile de l'obscurité parce qu'il est bien plus difficile à détecter. Le mystique allemand Maître Eckhart le décrivait comme le piège le plus redoutable du chemin spirituel. Les signes d'une inflation de l'ego deviennent clairs quand on sait les reconnaître. Ces personnes ne supportent pas la critique. Tout désaccord est vécu comme un blasphème. Elles affichent une pensée rigide, incapable de nuances, et une obsession d'être perçues comme moralement supérieures. Même leur humilité peut être une mise en scène moyen de renforcer leur image de personnes spirituellement accomplies. Mais le plus troublant est ceci, elles croient vraiment en leur bonté. Elles ne cherchent pas à tromper les autres, consciemment elles sont elles-mêmes dupées. Leur fusion avec l'archétype est telle qu'elles pensent sincèrement faire le bien. Et cette sincérité les rend d'autant plus convaincantes, c'est dangereuse. En termes cliniques, il s'agit d'une inflation inconsciente. L'ego dépasse ses frontières naturelles. Il ne distingue plus l'individuel du collectif et se confond avec une image divine, s'appropriant son autorité. Jung expliquait que dans un tel état, la psyché devient instable. Inévitablement, la réalité impose un retour à l'équilibre car aucun être humain ne peut porter le poids d'un dieu trop longtemps. Plus l'inflation est grande, plus la chute sera brutale. Et quand cette identité gonflée commence à se fissurer, la personne traverse souvent des épisodes de dépression, de confusion, voire de rupture psychotique. Ce n'est pas une punition. C'est un réajustement naturel d'une psyché qui s'est approchée trop près du soleil. Que faire alors face à ces individus? Avant tout, résister à la tentation de suivre leur certitude. Jung recommandait la plus grande prudence envers ceux qui prétendent détenir des vérités absolues. La véritable sagesse, disait-il, se reconnaît non à la confiance en soi, mais à l'humilité, à la capacité de dire « je ne sais pas ». Et surtout, il nous faut interroger notre propre besoin de sauveur. Plus nous idéalisons ceux qui paraissent irréprochables, plus nous refusons de voir notre propre complexité. Plus nous cherchons la certitude chez les autres, moins nous faisons confiance à notre propre capacité de faire face à l'inconnu. Au fond, Jung nous rappelle que le chemin vers la complétude n'est pas celui de la perfection mais celui de l'authenticité. La personne véritablement intégrée n'a pas besoin de prouver sa vertu. Elle la porte en silence dans sa capacité à reconnaître sa propre ombre et dans son refus de se placer au-dessus des autres. Il existe un certain type d'individu qui semble toujours trouver les bons mots. Ses gestes sont mesurés, son expression toujours appropriée, sa présence calme et agréable. En société, cette personne paraît irréprochable, jamais impolie, jamais maladroite, jamais blessante. Et pourtant, après un moment passé avec elle, vous repartez avec un sentiment de vide ou pire, un malaise diffus,
comme si quelque chose d'essentiel avait manqué dans l'échange. Carl Jung avait un terme pour cela. L'identification totale à la personnone, masque psychologique si bien façonné, si parfaitement poli, que la personne derrière a pratiquement disparu. Dans le vocabulaire jungien, la persona représente le « moi social ». C'est la partie de nous qui s'adapte aux attentes, qui dit ce qu'il faut dire, qui joue les rôles attendus. Ce n'est pas une chose mauvaise en soi. En réalité, elle est nécessaire pour vivre en société. Mais lorsque nous confondons la persona avec notre véritable identité, lorsque nous devenons le rôle que nous jouons, nous perdons en authenticité. Et alors, quelque chose de subtil mais profond commence à s'éroder. Ce genre de personne peut sembler droite, équilibrée, même spirituellement consciente. Mais sous ce calme apparent règne une étrange immobilité, non pas la paix intérieure, mais une forme de répression. Elle a appris à contrôler chaque réaction, chaque impulsion, jusqu'à ce qu'aucune spontanéité n'émerge. Jung avertissait que cette perfection, loin d'être une qualité, est souvent le signe d'une répression psychologique profonde. Pourquoi est-ce si dangereux? Parce que les êtres humains ne sont pas faits pour être parfaits. Nous sommes faits pour être entiers. Et la complétude inclut les contradictions, les tensions, la complexité. Lorsqu'une personne gomme toutes les aspérités de son image sociale, cela signifie souvent qu'elle a enfoui ses parts sombres au plus profond d'elle-même. Mais ce qui est enfoui ne disparaît pas. Cela s'accumule dans l'inconscient, sous forme de ce que Jung appelait l'ombre. Et plus nous mettons d'énergie à perfectionner le masque, plus cette ombre devient instable et imprévisible en arrière-plan. Le danger ne réside donc pas dans la courtoisie ou la maîtrise de soi, mais dans la déconnexion. La personne entièrement identifiée à sa persona devient un miroir, reflétant ce que les autres veulent voir. Mais elle perd la capacité de ressentir profondément, de se montrer vulnérable ou de dévoiler quoi que ce soit de vrai. Elle devient une performance ambulante. Et chaque interaction avec elle, même bienveillante, laisse une étrange sensation de vide. Vous le sentez quand vous la rencontrez. Ce n'est pas ce qu'elle dit qu'est ce qui manque. Il n'y a pas de texture émotionnelle, pas d'imprévu, pas de prise de risque ou de révélation sincère. Leur sourire peut être sincère, mais il manque de chaleur. Leur compassion semble répétée, comme un geste appris. Leur approbation ressemble davantage à une concession qu'à une réelle adhésion. Et même s'ils sont appréciés de beaucoup, ils ne sont profondément connus de personne. Jung considérait cela comme une forme de trahison de soi. L'individu sacrifie son essence pour être accepté. Il devient exactement ce que la société attend d'eux, pris de ce qu'il est réellement. Ce schéma s'ancre souvent dès l'enfance, quand l'authenticité est punie ou découragée, et que la conformité est récompensée. Peu à peu, le vrai soi recule, et la persona devient le seul visage reconnu. Mais comme Jung l'a souligné, la psyché ne peut tolérer cet déséquilibre indéfiniment. Ce qui a été refoulé finit par éclater parfois sous forme d'explosions soudaines, de comportements incohérents ou de sautes d'humeur inexplicables. D'autres fois, cela se manifeste par de l'anxiété, de la dépression ou une crise existentielle qui fait s'effondrer tout le masque. Plus l'apparence est parfaite, plus l'effondrement est brutal. Les neurosciences confirment d'ailleurs cette intuition jungienne. Notre cerveau est doté de neurones miroirs capables de capter des discordances subtiles entre les mots, le ton et les expressions. Lorsqu'une personne est émotionnellement coupée de ce qu'elle dit, nous le ressentons même si nous ne savons pas pourquoi. Cela se manifeste par un malaise, un manque de confiance, une sensation diffuse que quelque chose ne va pas. Alors, comment reconnaître une persona trop identifiée? Cherchez les signes de stérilité émotionnelle. Cette personne admet-elle ses erreurs? Montre-t-elle une joie ou une tristesse sincère? Peut-elle faire preuve de vulnérabilité? Ou détourne-t-elle la conversation dès qu'elle devient trop intime? Présente-t-elle des nuances dans ses propos? Ou bien tout ce qu'elle dit est-il rigide, parfaitement cohérent au point d'en être artificiel? Mais le signal le plus parlant reste peut-être votre propre ressenti. Si, après l'avoir côtoyé, vous vous sentez plus distant, plus incertain, plus vidésoyé attentif, votre psyché perçoit peut-être que la personne en face de vous n'est plus vraiment présente. Non pas par malhonnêteté, mais parce qu'elle a oublié qui elle était derrière le masque. La véritable connexion exige de l'imperfection. Elle exige le courage d'être vu non pas comme une image polie, mais comme un être humain en transformation. Jung pensait que l'intégration commence lorsque nous renonçons à l'illusion de perfection pour retrouver les parties de nous-mêmes que nous avons abandonnées en échange d'approbation. Vous est-il déjà arrivé de regarder quelqu'un dans les yeux et de sentir qu'il n'était plus vraiment là? Son corps est là, sa voix reste la même, mais quelque chose d'essentiel a changé. Le ton devient absolu. Sa présence autrefois nuancée semble maintenant absorbée par une énergie unique,
écrasante, inflexible, presque sacrée. Jung a longuement étudié ce phénomène, qu'il a appelé la possession archétypale. Dans la psychologie jungienne, les archétypes sont des modèles universels de l'expérience humaine, enracinés dans l'inconscient collectif. Ils incluent le héros, la victime, le sauveur, le guerrier, la mère, le juge et bien d'autres. Ces forces ne sont pas que des symboles. Les archétypes sont des énergies psychiques d'une puissance considérable. Lorsqu'ils sont intégrés de manière saine, ils apportent structure et sens à nos vies. Mais lorsqu'une personne s'identifie trop pleinement à un archétype, elle risque d'en devenir la proie, perdant au passage sa complexité humaine et son individualité. La possession archétypale n'est pas une fiction, c'est un état psychologique bien réel. Quand quelqu'un est envahi par un archétype, il ne se comporte plus comme lui-même, mais comme un rôle. La richesse de sa vie intérieure est remplacée par un récit figé. Il n'est plus Jean ou Marie, il devient l'éveillé, le martyr, le guerrier de la vérité. Et tout ce qu'il dit ou fait passe à travers ce prisme. Ce n'est pas du simple théâtre équet profondément dangereux. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne est possédée par un archétype, elle perd sa capacité à réfléchir. Elle cesse de remettre en question ses pensées ou ses émotions. Elle devient incapable de nuance. Elle ne doute plus. Ses paroles résonnent avec une certitude implacable, non pas celle qui vient de la sagesse, mais celle née de la rigidité psychique. Et cette certitude, enveloppée de langage spirituel ou moral, peut séduire ou dominer ceux qui l'écoutent. Jung a observé ce phénomène chez de nombreux leaders spirituels, révolutionnaires ou fanatiques idéologiques. Mais ce n'est pas réservé aux figures de pouvoir. Un ami qui se pose toujours en victime. Un partenaire qui joue constamment au sauveur. Un collègue qui juge tout selon des critères moraux absolus. Tous ces cas sont des exemples de possession archétypale à plus petite échelle mais tout aussi puissants. Vous le sentez dans l'énergie qui change. Leur regard devient fixe, leur ton catégorique. Leur réponse est automatique. Il n'y a plus de spontanéité personnelle. Une certitude mécanique a pris le dessus. Le collègue de Jung, Robert Moore, décrivait cela comme le fait de ne plus interagir avec un être humain entier, mais avec un fragment du psychisme gonflé jusqu'à prendre une dimension mythique. Vous ne parlez plus à la personne, mais à l'archétype qui l'a capturé. Les traditions spirituelles reconnaissent depuis longtemps ce risque. Dans les cultures chamaniques, on distingue le fait de canaliser consciemment une énergie archétypale et celui d'en être inconsciemment submergé. Les mystiques chrétiens parlaient de discernement des esprits, la capacité à différencier l'inspiration divine de la distorsion psychologique. Dans la pensée orientale, le danger ne réside pas dans la rencontre avec les archétypes, mais dans le fait de s'y identifier totalement. Même les neurosciences ont observé des phénomènes similaires dans ces états. L'activité cérébrale dans les zones liées à l'identité personnelle diminue, tandis que celle des régions associées aux expériences collectives ou mythiques augmente. Ces états peuvent être transcendants dans un contexte rituel, mais dans la vie quotidienne, ils se traduisent souvent par de la rigidité, de l'obsession ou un charisme détaché de toute conscience de soi. Ce qui rend cet état particulièrement dangereux, c'est son pouvoir de persuasion. Les personnes possédées par un archétype dégagent une aura de destinée. Leur assurance est magnétique. Elles attirent des adeptes non pas malgré leur certitude, mais grâce à elles. Dans un monde fait d'ambiguïté, leur vision manichéenne offre une clarté séduisante. Mais cette clarté se fait au détriment de la vérité. Jung avertissait que les archétypes contiennent des polarités extrêmes. L'archétype du sauveur porte aussi en lui l'énergie du tyran. Celui de la victime peut aisément basculer vers celui du manipulateur. Lorsqu'une personne se confond avec un archétype, elle peut incarner à la fois sa lumière et son ombre mais ne voir que la lumière. Elle devient aveugle à ses contradictions et donc plus dangereuse. Et quand les conséquences arrivent en camp des actes fondés sur une certitude gonflée cause du torte la personne, nie souvent sa responsabilité. Elle affirme avoir été guidée, avoir fait ce qu'il fallait, ou avoir dit la vérité. Jung a documenté de nombreux cas où, après les dégâts causés, l'individu présentait des signes d'amnésie ou de justification, incapable d'aligner ses actions avec l'image consciente qu'il a de lui-même. C'est ce qui rend la possession archétypale si tragique. Elle ne met pas seulement les autres en danger, elle représente une perte profonde de soi. L'individu ne vit plus comme un être humain à part entière, mais comme un canal d'une force qu'il est incapable d'intégrer. Et plus il reste dans cet état, plus le retour devient difficile. Alors, comment la reconnaître? Observez l'absence de doute. Remarquez quand une personne ne parle plus en son nom, mais depuis un lieu d'autorité mythique. Notez la rigidité, l'intensité, l'incapacité à répondre avec nuance. Et surtout,
faites confiance à vos instincts. Si vous avez l'impression de parler à une force plutôt qu'à un être humain, vous avez probablement raison. Jung ne conseillait pas d'éviter les archétypes. Il pensait au contraire qu'ils sont essentiels à notre développement psychologique. Mais nous devons entretenir une relation consciente avec eux. Nous devons savoir quand ils s'activent en nous et ne jamais confondre leur voix avec la nôtre. Sinon, nous risquons de perdre ce qui fait notre humanité, la capacité à réfléchir, à nous contredire, à exercer notre liberté intérieure. Certaines personnes semblent coincées dans une boucle. Peu importe combien de chance on leur donne, ou le niveau de conscience qu'elles semblent atteindre, elles finissent toujours au même point, trahies encore, abandonnées encore, incomprises encore. Les visages changent, les lieux aussi, mais le scénario émotionnel reste étrangement identique. Carl Jung appelait ce schéma tragique la compulsion de répétition, une force psychique qui nous pousse à recréer, inconsciemment, les blessures que nous aurions voulu éviter. Ce n'est pas une simple malchance. Ce n'est pas non plus de l'autosabotage au sens habituel. C'est quelque chose de plus profond, la tentative de l'âme de guérir un traumatisme non résolu en le revivant. L'idée peut sembler paradoxale. Pourquoi quelqu'un rechercherait-il la douleur? Mais Jung, tout comme Freud et plus tard Christopher Bolla, comprenait que l'inconscient ne fonctionne pas selon la logique. Il fonctionne selon la familiarité. Et la souffrance, quand elle est ce que nous avons toujours connu de vie étrangement attirante. Nous ne gardons pas chaque blessure en mémoire comme un récit. Les blessures les plus anciennes, les plus profondes, sont enregistrées non comme des pensées, mais comme des empreintes émotionnelles. Des schémas non résolus de peur, d'abandon, de rejet ou de négligence. Ces empreintes ne vivent pas seulement dans notre mémoire, mais dans le corps, le système nerveux et l'inconscient. Jung les appelait des complexes de noyaux d'énergie imprégnés d'émotions et de significations non intégrées. Et tant qu'ils restent inconscients, ces complexes influencent notre destinée bien plus que nos intentions conscientes. Imaginez un enfant qui n'a jamais eu le sentiment d'être vu. Devenu adulte, il pourrait être inconsciemment attiré par des partenaires émotionnellement indisponibles, non pas parce qu'il aime souffrir, mais parce qu'une partie de lui tente encore de gagner l'amour qu'il n'a jamais reçu. La psyché, dans une forme de logique tordue, cherche à rejouer l'histoire avec une fin différente. Mais tant que la blessure n'est pas exposée à la lumière de la conscience, le même schéma se répète encore et encore. C'est cela, la compulsion de répétition. Ce n'est ni une punition, ni une stupidité. C'est l'inconscient qui tente de se réparer par l'action plutôt que par la réflexion. Mais sans prise de conscience, la guérison reste impossible. Et le cycle continue. Jung alertait sur le fait que ces compulsions sont souvent invisibles et séduisantes. On croit faire de nouveaux choix, entrer dans de nouvelles relations, prendre des directions différentes, mais d'une façon ou d'une autre, tout recommence. Les visages changent, mais l'issue émotionnelle reste identique. Avec le temps, la répétition devient notre identité. On en vient à dire des choses comme « j'attire toujours les mauvaises personnes » ou « la vie est injuste avec moi », sans comprendre que nous sommes l'auteur silencieux des scénarios qui nous détruisent. Les neurosciences modernes confirment ce que Jung avait pressenti. Les traumatismes précoces laissent des traces physiologiques dans le cerveau. Les circuits neuronaux formés dans le stress deviennent nos chemins automatiques pour percevoir et réagir au monde. Nous ne voyons pas les situations comme elles sont, mais à travers les filtres de nos douleurs passées. C'est pourquoi deux personnes peuvent vivre un même moment, mais ressentir des réalités opposées. L'une perçoit la sécurité, l'autre le danger, car leurs cerveaux ont été façonnés par des histoires différentes. Ce qui rend cela si dangereux, ce n'est pas seulement la souffrance intérieure et que les personnes piégées dans ces répétitions attirent les autres dans leur drame intérieur, non pas consciemment, mais de manière énergétique. Une personne autrefois impuissante peut inconsciemment susciter des situations où elle est de nouveau dominée. Une personne abandonnée peut, sans le vouloir, repousser les autres et simplement pour revivre cette même blessure. Jung appelait cela la synchronicité négative, la manière dont l'inconscient orchestre des rencontres qui reflètent ses contenus non résolus. Vous avez probablement déjà vu cela se produire. Quelqu'un retombe sans cesse sur le même type de partenaire autoritaire, distant, instable. Chaque fois, il ou elle affirme « cette fois, c'est différent ». Mais le schéma revient souvent plus vite et avec plus d'intensité. Et la véritable tragédie n'est pas seulement la douleur qu'est le choc qu'ils ressentent, comme si la vie les avait trahis une fois de plus. Ils ne réalisent pas qu'ils ne sont pas les victimes du destin, mais de leur propre histoire inconsciente. La collaboratrice de Jung, Marie-Louise von Franz, l'a formulée avec clarté. Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Alors, comment rompre ce cycle? D'abord, en identifiant le scénario. En posant les bonnes questions.
Quel est le résultat émotionnel qui se répète dans ma vie? Quelle partie de moi cherche à être entendue, soignée ou réhabilitée? Ces schémas ne sont pas aléatoires. Ce sont des messages codés du passé qui demandent à être déchiffrés dans le présent. Ensuite, en refusant les rôles que d'autres projettent sur nous dans leurs drames inconscients. Lorsqu'une personne tente de vous attribuer le rôle du traître, du sauveur, du persécuteur ou de la victime, prenez un instant. Demandez-vous si vous répondez à la personne réelle ou à une projection enracinée dans ses blessures non résolues. Et surtout, en cultivant la compassion pas seulement envers les autres, mais envers nous-mêmes. La compulsion à répéter n'est pas une défaillance. C'est un appel à la guérison. Et lorsqu'elle est accueillie avec conscience au lieu de honte, elle commence à s'apaiser. Le récit commence à changer non par la force, mais par la présence. Jung croyait que prendre conscience de ces schémas était la première étape vers la libération. Nous ne pouvons éviter toute souffrance, mais nous pouvons cesser de revivre sans fin la même douleur. Nous pouvons enfin choisir une nouvelle histoire. Si tous les dangers décrits par Carl Jung, projection, persona, inflation, possession, répétitionnons un point commun, c'est celui-ci. Ils prennent racine dans les parties de nous que nous ne voyons pas. L'inconscient n'est pas seulement un réservoir de traumatismes refoulés ou de souvenirs oubliés. C'est une force vivante et formatrice. Et tant que nous ne le confrontons pas consciemment, il continuera de diriger nos vies depuis l'ombre. Alors, comment changer? Comment échapper à ces forces intérieures qui déforment notre perception, sabotent nos relations et nous enferment dans les mêmes souffrances? La réponse de Jung n'était pas la perfection, ni la supériorité morale, ni la pureté spirituelle. Sa réponse, c'était l'intégration de l'ombre. L'ombre, telle que Jung la définissait, est l'ensemble de ce que nous refusons de reconnaître en nous. Elle comprend nos impulsions, nos blessures, nos faiblesses, but aussi notre potentiel inexploré, nos désirs réprimés et notre force oubliée. Beaucoup pensent que l'ombre est simplement notre côté obscur. Mais c'est une erreur. L'ombre n'est pas malveillante. Elle est simplement invisible. Et ce qui reste invisible, quand il n'est pas intégré, devient dangereux. Jung disait « Je préfère être entier qu'être bon ». En une seule phrase, il révèle la clé de la santé psychologique. Être bon, dans le sens social, c'est se conformer, ne montrer que ce qui est acceptable. Mais être entier, c'est se connaître entièrement, y compris dans ce qui est imparfait, honteux, impulsif et profondément humain. L'intégration ne consiste pas à éliminer l'ombre. Elle consiste à créer une relation avec elle. Une personne qui a entamé ce processus est fondamentalement différente de celle qui est enflée, masquée ou possédée. Elle ne cherche pas à avoir raison à tout prix. Elle ne défend pas son image à chaque critique. Elle n'est pas déstabilisée par la contradiction. Au contraire, elle avance avec une force tranquille, une honnêteté qui ne vient pas de certitude toute faite, mais du fait d'avoir affronté ses propres zones d'ombre sans détourner le regard. Ce genre de présence est rare, et pourtant évident quand on la rencontre. On le sent lorsqu'une personne peut admettre ses erreurs sans sombrer dans la honte. Lorsqu'elle peut nommer ses peurs sans chercher d'approbation. Lorsqu'elle peut accueillir votre douleur sans tenter de la corriger parce qu'elle a déjà appris à rester présente à la sienne. Jung considérait cette maturité psychologique comme la marque d'un individu réellement intégré. Pas quelqu'un qui a éliminé son ombre, mais quelqu'un qui n'en est plus dirigé. Et à quoi cela ressemble-t-il concrètement? Cela commence par une honnêteté radicale envers soi-même. En posant les bonnes questions, qu'est-ce que j'évite le plus de voir en moi? Quelle personne déclenche mes réactions les plus vives, et pourquoi? Quelles accusations est-ce que je projette sur les autres qui pourraient être le reflet de conflits internes non résolus? Cela se poursuit par une observation compatissante. Lorsque la colère monte, la personne intégrée ne la refoule pas, mais ne la laisse pas non plus agir sans conscience. Elle se demande « D'où vient cette émotion ?» Elle développe une curiosité sincère envers son monde intérieur, sans jugement. Ce simple changement transforme l'ombre d'ennemie à enseignante. Dans le bouddhisme tibétain, cela s'appelle transformer le poison en médecine. Dans la métaphore alchimique de Jung, c'est la transmutation du plomb en or, le processus ardu mais libérateur de transformer nos charges les plus lourdes en fondations de sagesse. Même les neurosciences soutiennent cette voie. Des études montrent que réfléchir à des expériences émotionnelles douloureuses et surtout celles que nous avions mises de côté crée de nouvelles connexions entre l'amygdale, centre des émotions, et le cortex préfrontal, centre de réflexion. L'intégration, autrement dit, reprogramme le cerveau. Ce qui nous submergeait autrefois devient intelligible et ce qui est compris peut enfin se transformer. Cela ne signifie pas que les personnes intégrées n'ont plus d'ombre. Cela signifie qu'elles ont appris à vivre avec. Elles peuvent dire «
Oui, je peux être dur. J'ai tendance à me replier, à vouloir tout contrôler, à éviter ce qui me dérange. Mais je le vois. Je travaille avec. Et parce que je le reconnais, cela ne me gouverne plus. Elles n'ont plus besoin de la perfection comme carapace. Elles ne projettent plus leurs ténèbres sur les autres. Elles reconnaissent la fragilité en chacune, commençant par elles-mêmes. Cette humilité n'est pas une faiblesse. C'est la source du pouvoir véritable. Elle leur permet d'agir dans le monde avec clarté et non confusion. Elles réagissent moins, elles sont plus ancrées et profondément dignes de confiance. L'analyste jungien James Hollis écrivait « La maturité psychologique commence lorsque nous abandonnons le fantasme de notre innocence. Quand nous cessons de faire semblant d'être entièrement bons, nous devenons capables d'accueillir la vie telle qu'elle est et les autres tels qu'ils sont. Nous ne sommes plus choqués par l'imperfection, ni chez autrui, ni en nous-mêmes. La complexité cesse d'être une menace. Elle devient réalité. C'est auprès de ce genre de personne que vous vous sentez instinctivement en sécurité. Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est vraie. Sa présence ne réclame rien. Elle ne manipule pas. Elle ne se dissimule pas. Elle est simplement là. Et en sa compagnie, vous vous sentez invité à faire de même. L'intégration de l'ombre n'est pas un but à atteindre. C'est un processus permanent, une pratique qui consiste à reprendre possession de ce que nous avons exilé, à pardonner ce que nous avons jugé, à éclairer ce que nous avons laissé dans l'obscurité. Et à chaque pas vers notre intégrité, nous nous éloignons un peu plus de ce qui nous rend dangereux pour les autres et pour nous-mêmes. Peu importe à quel point nous pensons être éveillés, compatissants ou spirituellement avancés, nous portons tous une ombre. Pour Jung, cette réalité n'était pas une malédiction. C'était un miroir. Et la manière dont nous choisissons d'y répondre change tout. Les personnes les plus dangereuses ne sont pas celles qui ont une part sombre mais celles qui refusent de la voir. Celles qui la projettent sur autrui. Celles qui se cachent derrière un masque de perfection, qui parlent au nom d'une vérité absolue, qui rejouent leurs blessures sans jamais les examiner et confondent possession et mission. Ce ne sont pas des monstres. Ce sont des êtres humains coupés des parts d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas su affronter. Mais face à ce danger, nous ne sommes pas impuissants. Nous pouvons choisir un autre chemin. Celui de la sincérité, de la réflexion inconfortable, du courage de se tenir devant le miroir et de dire « Cela aussi, c'est moi ». En accueillant notre propre complexité, nous devenons plus surnos seulement pour les autres, mais pour nous-mêmes. Nous brisons les schémas. Nous redevenons entiers. Et ce faisant, nous donnons aux autres la permission silencieuse d'en faire autant. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez seulement être prêt à voir. Si ce message a résonné en vous, si vous avez reconnu des motifs, chez les autres comme en vous-même, alors vous êtes déjà en train de faire le travail. Et cela compte plus que vous ne l'imaginez. Si cela vous a touché, laissez un commentaire. Dites-nous quelle partie vous a le plus marqué. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être piégé dans un cycle qu'il ne voit pas encore. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle réflexion de ce chemin jungien profond. Car la transformation ne commence pas dans la lumière mais dans le courage de faire face à l'ombre.